Je pense que le récit autour des femmes doit complètement changer. Nous n'avons pas besoin de démontrer chaque fois, avant d'être choisis, que nous sommes compétentes, que nous avons un CV qui brille. Nous devons avoir les mêmes opportunités et donc être mis en lumière comme sont mis en lumière les hommes, avoir l'opportunité aussi. Et après, une fois que nous avons fait des actions, on doit être jugé sous notre compétence. Mais être jugé avant encore d'arriver à un poste, qu'il soit le poste de Premier ministre, qu'il soit le poste, je ne sais pas, de directeur d'une entreprise privée, nous avons cette tendance-là, comme nous avons la tendance à dire aux femmes, tu as besoin d'un mentor. Mais on n'a pas besoin d'un mentor, en fait. Pour chaque fois, on a déjà les compétences, on a besoin d'être mise en place et de démontrer ce qu'on peut faire et aussi de se tromper, comme se trompent les hommes quand ils sont mis dans des postes à pouvoir. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Barbara. Bonjour. Vous êtes italienne, arrivée en France en 2009. Après plusieurs expériences professionnelles dans le marketing, vous êtes arrivée chez Mastercard en 2008 comme directrice compte client et vous êtes depuis 2020 directrice produit grand public Europe. Vous dirigez et supervisez le développement de produits innovants qui répondent aux usages consommateurs en matière de paiement avec une dimension RSE. Vous êtes donc une femme dans le milieu de la tech et de l'argent et vous souhaitez que d'autres vous rejoignent. Vous êtes d'ailleurs très impliquée sur le sujet des femmes en entreprise, puisque vous êtes responsable du réseau des femmes Mastercard, Women Leadership Network. Vous travaillez avec la Journée de la femme digitale et Sista, et vous êtes membre du réseau European Women Payment, pour lequel vous avez récemment gagné le prix Troublemaker, qui pourrait se traduire par troublionne, pour l'impact de vos actions menées sur le sujet. Vous êtes également mentor de plusieurs femmes dans le domaine de la transformation digitale et des innovations marketing. Votre ambition ? Construire un monde inclusif dans lequel les femmes peuvent s'épanouir professionnellement et devenir actrices du succès de l'entreprise. Tout un programme. Pour lequel vous organisez des événements inter-entreprises et collaborez avec différents réseaux comme Financiel, dû notamment à votre engagement sur l'éducation financière des femmes. Vous avez par ailleurs un portrait dans Women of Influence et vous avez été reçue à Matignon le 8 mars cette année pour la remise des prix du concours 100 entrepreneurs, programme dans lequel vous êtes mentor avec Mastercard. Et c'est bien sur l'influence que vous souhaitez que les femmes aient dans les entreprises aujourd'hui que j'ai souhaité poursuivre l'échange. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer ? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invite. L'envie de participer, c'est un peu l'envie de partager et de discuter et de porter tous les sujets sous la table et encore, parce que les latins disaient « ripetuta iuvant ». Ce message de faire participer les femmes à l'économie soit répété, parce que finalement, on arrive à cette fameuse parité qu'on cherche. Ça fait combien de temps que vous le répétez ? Ça fait quelques années, mais je vois des progrès. On n'est pas encore là où il faudrait être, mais disons que je suis positive. Qu'est-ce que vous avez vu comme progrès, par exemple ? J'ai vu une attention au sujet, par exemple, de la parité salariale, un peu c'est parti avec les grosses entreprises. Moi, j'ai la chance de travailler pour une société telle qu'une Mastercard, qui a fait de l'égalité un des piliers de la stratégie. Mais comme Mastercard, je vois des autres sociétés autour de moi évoluer dans ce sens-là. Donc pour moi, l'égalité vraiment salariale, l'égalité des professionnels, c'est la base pour tous les changements. Moi, je ne parle pas de cause. Pour moi, c'est pas une cause. C'est un élément de justice sociale. C'est déjà inscrit dans les constitutions. C'est en fait quelque chose qui doit être là. Donc moi, quand je parle de l'égalité professionnelle au salarial, je déteste le mot cause. Alors, je ne suis pas une cause, je ne suis pas un panda à défendre. Les femmes sont 52% de la population, sont des sujets actifs de l'économie. C'est grâce au travail des femmes que le PMB d'une société grandisse. Donc voilà la façon de regarder les femmes. Vous êtes responsable du réseau féminin de Mastercard. J'ai pris la lead de la France il y a 4 ans. L'objectif, c'est favoriser la position, le rôle de la femme au sein de Mastercard. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, il faut faire quelque chose aussi en externe. Il faut vraiment diffuser les bonnes pratiques. Il faut échanger avec les autres.
Parce que si on n'échange pas, on ne dit pas ce qui marche et qui ne marche pas, on ne s'améliore pas. D'ici, ma volonté de travailler avec des autres réseaux féminins, des autres entreprises, mais aussi des autres organisations, pour vraiment, tous ensemble, avoir la force de pousser, en fait, dans une seule direction. Parce que je suis profondément convaincue que c'est bien d'avoir autant de réseaux, mais à un bout de moment, il faut se mettre ensemble, il faut faire volume. C'est la sororité dont vous parlez aussi, en fait. C'est un des aspects de la sororité, parce qu'on a en fait un seul objectif. Prendre la place qui nous appartient. Pas la place d'une autre, ou d'un autre. C'est la place qui nous appartient. J'ai entendu pas mal de choses pas forcément très positives ces derniers temps sur les réseaux féminins. Je sais pas, c'est un effet backlash de femmes, pas d'hommes, qui disaient que finalement les réseaux de femmes ou les réseaux entre femmes, elles s'y retrouvaient pas parce que c'était plus un endroit où elles trouvaient que les gens se plaignaient de pas avoir les postes plutôt que d'agir pour faire changer les choses. C'est quoi votre opinion là-dessus ? Moi, je pense que comme dans toutes les choses, il y a un peu de tout dans les réseaux féminins. C'est pour ça qu'il faut chercher, trouver les réseaux qui nous conviennent le mieux. Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas se plaindre, il faut agir. Mais c'est ma vision personnelle. Donc, le réseau WLN, c'est plutôt un réseau qui est tourné vers l'action. Encore une fois, je pense que ces femmes-là ont dû vivre une expérience pas positive pour avoir ce feedback-là. Et alors, moi, je les encourage à aller chercher des autres réseaux. Des réseaux qui, peut-être, travaillent différemment aussi en s'ouvrant aux hommes. Parce que, personnellement, par exemple, je fais des événements qui sont dédiés aux femmes pour avoir des moments entre nous, où on peut libérer la parole, et des moments où j'ouvre à tout le monde, parce qu'il y a des sujets. Le sexisme, c'est pas un sujet des femmes, c'est un sujet des femmes et des hommes. Donc j'ouvre à tout le monde et je fais participer aussi les hommes à ces moments-là d'échange pour avoir aussi leur point de vue. Et ils viennent ? Il y en a beaucoup qui viennent ? Oui, mais il y en a beaucoup qui viennent, qui sont intéressés, qui s'intéressent au sujet. Et de plus en plus, je pense qu'il faut les avoir, encore une fois, comme partie-prénom de ce mouvement, parce que c'est eux qui, encore aujourd'hui, disons la vérité, tiennent le pouvoir dans beaucoup de sociétés. Et donc c'est avec eux qu'il faut pousser et ouvrir la porte, parce que si on les met à côté, on n'ouvrira pas. Je suis vraiment d'accord avec vous là-dessus. Les hommes qui viennent à ces réunions-là, c'est plutôt des hommes qui sont éclairés sur le sujet, c'est-à-dire qui sont renseignés, qui sont plutôt, ce qu'on va dire, alliés, ou ce sont des hommes qui viennent par curiosité Les deux. Je dois dire les deux. Il y a des hommes qui sont sûrement des alliés ou bien de prénom, ils croient vraiment qu'il faut changer les choses. Et des gens qui se disent, je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans ces réunions des bonnes femmes pour voir quels sont les sujets. Non, blague à part, il y a vraiment un peu de tout. Et j'ai eu aussi des hommes qui sont venus me dire, mais c'est incroyable. Moi, je n'imaginais pas qu'en 2022, en 2023, en 2024, il y avait encore ce type de problème. Parce que moi, à la base, je pense vraiment qu'il y a des hommes qui se disent « mais la question homme-femme est résolue ». Il y a des femmes aussi qui se disent ça. Absolument, absolument. Et moi, personnellement, quand je suis rentrée dans le monde du travail, mon premier job, j'étais totalement naïf. Je venais encore une fois d'une famille très matriarcale. Donc pour moi, c'était pas un sujet, l'égalité professionnelle. Je ne m'étais jamais posé la question. Et d'ailleurs, j'étais pas si engagée que ça au tout début de ma carrière. L'engagement est venu après, quand je commençais à observer tout ce qui arrivait autour de moi, les histoires des femmes qui me racontaient des choses incroyables. Je me disais, mais il faut faire quelque chose, il faut vraiment changer pour finalement arriver vers cette égalité. Qu'est-ce qui a été finalement l'événement déclencheur ? Parce que j'ai regardé un peu votre différentes carrières chez Mastercard. Vous avez changé de poste à peu près tous les 2-3 ans, et à chaque fois avec un poste de direction de plus en plus important, jusqu'à aujourd'hui être senior VP. Donc dans votre parcours, on voit une évolution plutôt fluide, j'ai envie de dire. Alors je ne sais pas si ça a été aussi fluide que ça l'est écrit sur LinkedIn, vous allez me le dire. Ouais. Et quel est l'élément déclencheur du coup qui a fait cet engagement ? Alors, oui, c'était fluide, disons, mais pas sans moment difficile. Okay. Ça, je tiens à le dire parce que les réseaux sociaux créent ce monde magnifique où tout est beau, les gens réussissent et pour qui regarde, ça donne l'impression je ne suis pas là, donc je suis nulle. Non, il y a été un parcours, il y a eu des moments up et des moments down, toujours avec un élément qui, je pense, pour moi, a fait la différence, ma résilience. C'est-à-dire que quand j'avais des moments de down,
J'avais un cap en tête et je me disais, c'est là que je vais arriver et je vais y arriver. Je vais le faire. Je ne sais pas comment, parce que pas tout le moment était clair. Donc ça, déjà, c'était ma carrière. Et je commençais justement à m'intéresser, à m'engager quand j'ai vu que pour les autres, c'était pas si fluide que ça. Ou c'était pas si facile que ça. Vous pouvez partager ou pas certains de ces événements ? Oui, bien sûr. Par exemple, dans le passé, j'ai dû changer de job et ils m'ont offert un salaire plus bas. Mais j'avais besoin d'aller dans cette direction. J'ai pris un pari et pour moi, c'était injuste. C'était pas juste. Aujourd'hui, ça n'arriverait plus. Mais en Italie, à cette époque, c'est arrivé. J'ai accepté parce que j'avais besoin. Personne m'a obligée à accepter. C'était dur, mais je me suis dit, OK, là j'ai besoin, il faut que j'aille. Mais je vais démontrer que je suis meilleure de comment cette personne-là me décrit. Et en 2-3 ans, beaucoup évolué. J'ai quitté la société, j'ai dû payer beaucoup plus quand j'ai quitté. Mais c'est, par exemple, un de ces événements-là qui peut vous dire, OK, je ne vaux pas autant que je pensais. Ça peut être un moment difficile. Oh, pour moi, c'était difficile. Je comprends. Vous avez dit tout à l'heure, j'avais eu un cap. Vous avez parlé de résilience, mais vous avez dit, j'avais un cap et je vais arriver à ce cap. Vous avez toujours eu certaines ambitions, du coup ? Le poste que vous avez aujourd'hui, vous l'avez toujours vu ? Oui, je dois admettre que je suis ambitieuse. C'est très bien. C'est très bien, en fait. Je visualise où je veux aller. Et c'est ce qui fait que vous avez passé les différents obstacles, étapes, où vous avez pris ce travail qui était moins payé, mais avec une ambition derrière plus grande, en fait. Exactement. Alors, vous aviez de l'ambition, mais vous avez de l'ambition dans le milieu de la tech et le milieu de l'argent. Parce que vous parlez de salaire, mais enfin, la banque, c'est quand même l'argent. Vous êtes très investi, je disais, dans l'éducation à l'argent en introduction. Alors, vous allez nous en dire plus, mais l'éducation à l'argent des femmes, c'est notamment sur l'investissement, sur le fait d'être financièrement indépendante. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu-là ? Ou alors, vous êtes tombé par hasard dessus, mais pourquoi la tech et l'argent, en fait ? La tech, parce que quand je suis arrivée chez Mastercard, je me suis rendu compte que c'est une société des technologies. Mastercard, c'est une société de la tech et c'est très intéressant. Les paiements, par exemple, c'est un secteur qui évolue tous les jours, où vous avez des nouvelles technologies qui arrivent et de nouvelles façons de payer. Donc ça, c'était la tech. Pour ce qui concerne la liberté financière, c'est quelque chose qui m'a intéressée depuis mon jeune âge. Et c'est quelque chose, je pense aussi, qui fait partie de mon éducation, c'est-à-dire que ma maman me répétait toujours, il faut être libre. Libre financièrement, parce que quand tu es libre financièrement, quand tu as ton argent, quand tu as ton compte en banque, tu peux faire les choix que tu veux, en fait. Tu ne dois jamais dépendre de quelqu'un. Ça, c'est le message que j'ai reçu depuis que j'étais toute petite. Et je me souviens encore que ma mère me disait, entre un homme et ton salaire, choisis toujours ton salaire. Je ne sais pas si c'est très romantique comme message à passer une jeune fille, mais ça fait partie vraiment de mon éducation. Du coup, j'étais toujours très attentive à ce qui concernait mon argent, c'est-à-dire à avoir mon compte, même quand j'étais en couple, à avoir mon jardin secret, mes épargnes, mes choses à moi, parce que la vie est magnifique, mais elle nous réserve des événements que nous ne pouvons pas contrôler. Et alors, c'est très important d'avoir la sérénité de se dire, n'importe ce qui m'arrive, je peux le gérer et je peux le gérer toute seule. Je n'ai pas besoin d'aller demander de l'aide. Ça m'a donné cette formation-là. Et donc, avec les premiers salaires, toujours un compte épargne, toujours un fonds d'urgence. Donc, toujours avec moi, cette règle de 50, 20, 30. Donc, quand je reçois mon salaire, 50% c'est pour les dépenses au quotidien, donc mon loyer, mon internet, mon téléphone. 20% c'est pour investissement et 30% c'est le loisir. Bien évidemment, je dis cette règle-là, c'est d'aller... Chacun après fera ses pourcentages, mais juste pour vous dire que d'abord, les dépenses essentielles, après l'épargne et l'investissement, et seulement après, les loisirs. Comme ça, je construis petit à petit ma façon de regarder mon argent. Et je me suis rendu compte qu'en fait, autour de moi, il y avait des gens qui étaient très naïfs avec l'argent, des gens qui ne faisaient pas de l'épargne, des gens qui ne pensaient pas à la retraite. En particulier, la relation des femmes à l'argent, c'est une relation compliquée. On parle très, très peu d'argent. Et donc, ne pas parler d'argent, nommer l'argent comme un élément d'un endroit un peu... il ne faut pas partager son propre salaire. Mais alors, comment tu fais savoir comment gagner un autre pour aller négocier mieux ton salaire ?
Alors après, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Déjà, le rapport à la mère qui prévient la fille de garder son compte, vous êtes, je crois, la 5e à le dire dans ce podcast. C'est hyper important, la transmission mère-fille sur ce genre de sujet. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que je vois. Alors, pas au point de dire entre un homme et un compte en banque, on prend son compte en banque, mais en tout cas, il y a plusieurs femmes qui ont vraiment eu ça très, très fort de la part de leur mère. Il y a un deuxième sujet qui est le rapport à l'égalité salariale, que vous dites là, d'être capable de savoir combien les autres gagnent. En plus, aujourd'hui, il y a quand même une loi en France qui dit que les employeurs sont obligés de montrer. Et donc, c'est valable devant le tribunal. Donc, ça aide pas mal. Et je pense que c'est aussi pour la raison pour laquelle on a plus d'égalité. Après, il y a d'autres sujets dont vous n'avez pas abordé. Mais moi, j'ai des cas, par exemple, de connaissances ou d'amis où on leur a promis une augmentation ou un poste, mais après leur retour de congé maternité. Et puis, ça a pris 2 ans de plus. Et il y a un rapport aussi à l'épargne, mais au couple. C'est-à-dire que comme il y a une différence d'égalité salariale dans le couple, et ben la femme épargne moins que l'homme. Absolument. Et donc du coup, si jamais il y a une séparation, l'homme aurait épargné, la femme non. Et comme il y a une inégalité salariale au début, bah, du coup, on continue cette inégalité. Et je suis d'accord avec vous. En fait, on revient au point le starting point, qui est l'égalité salariale. Parce que, en fait, les femmes, oui, investissent moins que les hommes ou épargnent moins, mais parce qu'à la base, il y a un 15% moins de salaire. Ceci dit, malgré ça, il faut quand même aller vers une éducation financière plus poussée. En fait, il faut comprendre l'importance de préparer son propre avenir, parce que cette différence salariale-là, il faut la répéter, à la retraite, devient de 40%. Et si vous avez une femme qui vit en moyenne 3 ans plus qu'un homme, vous avez 3 ans en fait, où vous avez vraiment rien pour vivre. Donc, pour moi, c'est toute une question de préparer son avenir. On ne parle pas de richesse, on parle de bien-être. Parce que le stress financier, aujourd'hui, c'est une des principales sources de stress pour les populations dans le monde entier et pour les femmes en particulier. C'est souvent les femmes les plus touchées, en effet. Exactement. Vous avez dit épargne et investissement. C'est 2 choses différentes quand même. Est-ce que vous avez toujours investi ? Je commençais à investir un peu plus tard qu'à épargner. Mais là, j'investis. Mais pour moi, par exemple, on peut aussi se faire une assurance vie et investir dans ce type de fonds, dans ce type de produits qui sont plutôt bien connus, surtout en France. Après, vous avez différentes formes aussi d'épargne. Si je dois donner un conseil, c'est commencer à vous intéresser à votre argent. Commencez chaque mois à vous faire voir quel est votre salaire, quel est votre entrée, mais quelles sont votre dépenses. Les dépenses comme le loyer, ou si vous avez une maison, en fait, un crédit à payer, etc., etc. C'est très important de connaître comment on dépense. Parce qu'une fois qu'on connaît ses propres dépenses, on peut les adapter et trouver les 50-100 euros à épargner ou à investir chaque mois. Oui, alors ça demande d'être très au clair avec l'argent, en fait, ça. Parce que très souvent, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'arriver dans le couple, il y en a qui font 50-50, et du coup, en fait, il reste plus grand-chose à la femme en général. Si elle gagne moins, il y a des cas où elle gagne plus. Mais si elle gagne moins, il reste plus grand-chose. Le rapport à l'épargne, il est géré par le mari, entre guillemets, ou l'homme, peu importe. Et le rapport à l'investissement. J'ai reçu Agathe Wojcik, qui est CEO de The Galleon, où on parlait justement de l'investissement, et elle a beau être dans le milieu des startups, de la finance, elle disait que son mec investissait en crypto et elle en petit suisse. Et que pourtant, c'est elle qui ramenait l'argent au foyer. C'est-à-dire que même quand les femmes gagnent plus, il y a un rapport à l'argent qui est beaucoup plus sur la famille, sur les enfants. Et d'ailleurs, les femmes ont toujours été garantes de la gestion de l'argent de la famille. Le fait d'être sûr que tout le monde ait à manger, entre guillemets, c'est toujours été sur les femmes. Et du coup, l'investissement, c'est toujours la dernière chose, ou l'épargne la dernière chose, parce que voilà, il y a une question de priorisation et il y a une question aussi de rapport au couple. En fait, je comprends ce que vous dites et je le vois aussi quand vous me dites les femmes, c'est parce que la fonction sociale depuis des années, c'était le caring. En fait, s'occuper des autres, et encore aujourd'hui, c'est ça le problème aussi de l'égalité professionnelle, l'égalité salariale, ou de penser à la cause. La cause fait penser à quelqu'un qui tu dois aider, parce qu'elle a besoin d'aide, en fait. Il y a besoin de comprendre qu'aujourd'hui, spécialement en 2024, on n'a pas de barrières à s'éduquer financièrement. C'est pas comme il y a 50 ans, 100 ans, on n'avait pas d'informations. Aujourd'hui, si on le fait pas, c'est parce qu'on veut pas le faire. On n'y pense pas. On n'y pense pas. On n'a pas le temps. C'est la phrase la plus... On n'a pas le temps de réseauter en tant que femme, on n'a pas le temps de s'informer, on n'a pas le temps... il faut le trouver, ce temps-là. Moi, je le disais dans un autre interview, c'est une beauty routine.
On pense à mettre son masque le soir, on est agacé par les rides, on fait sa beauty routine. Il faut faire la financial routine tous les mois en fait. Il faut penser comme un rendez-vous avec soi-même. C'est quoi votre conseil du coup pour commencer à s'intéresser aux investissements ? Pour moi, le conseil, commencer à lire. Il y a des livres simples sous l'investissement. Il y a un livre hyper bien écrit, très simple, qui s'appelle You are not broken, you are pre-rich. C'est fantastique, c'est facile. Ça part en fait avec la définition de revenues, avec la définition de bonnes dettes et mauvaises dettes, donne des plans pour faire vraiment votre plan financier chaque mois. Donc en partant d'un reconnaître ses propres dépenses. En fait, on vous accompagne pas après pas à construire votre Excel file avec l'idée de votre plan et commence en fait à vous dire où épargner, comment épargner, combien épargner par mois selon son propre salaire. En fait, c'est très très bien écrit. Mais vous avez aussi, sans vouloir les citer, des applications comme MyFinX qui est sous l'éducation financière pour aider les femmes vraiment à mieux s'informer. Donc aujourd'hui, autour de nous, on a les instruments, on a les outils pour se nourrir. Et après, si on vraiment veut pas donner de l'importance à ça, c'est pas grave. Mais pour moi, il faudra vraiment aller dans cette direction. À minima dans l'épargne. Absolument, à minima dans l'épargne. Ok. Moi, je me demande, par rapport à votre vision de l'argent, je me demande qu'est-ce que le pouvoir pour vous ? Parce que l'argent peut être un pouvoir, mais de façon générale, qu'est-ce que le pouvoir pour vous ? Le pouvoir, pour moi, est influence. Okay. Et influencer les autres. L'argent est important, mais encore une fois, quand je parle de bien-être financier, je ne parle pas de richesse. Je parle vraiment de être bien avec ce qu'on a, être dans le présent, être bien avec ce qu'on a. Pour moi, le pouvoir est influence. Vous mettez quoi derrière influence ? C'est en fait se faire écouter. Pour moi, une personne qui a du pouvoir, c'est une personne qui est écoutée. Et donner des idées aux autres, en fait, et faire bouger les choses. Vous considérez comme une femme d'influence aujourd'hui ? Ouais. Ça a toujours été évident pour vous ? Non. Comment vous l'avez travaillé ? Petit à petit, je l'ai travaillé avec ce qu'on appelle l'executive presence. Je l'ai travaillé en fait en me faisant aussi du courage, prendre la parole. Par exemple, l'exercice qu'on est en train de faire nous deux, c'est pas un exercice facile, mais je le fais. Parce que je pense, encore une fois, que c'est important de partager, c'est important de pouvoir contribuer à changer les choses. Donc je me force aussi, je me suis forcée par le passé. Encore une fois, je me suis beaucoup préparée, j'ai beaucoup lu sur les sujets, qu'on prend la parole, etc., etc. En fait, je voudrais dire aux gens que tout le monde peut le faire. En fait, moi, je pense qu'on a tous le même niveau d'intelligence. Je suis très positive sur ça. Je pense que c'est simplement le premier pas. Vous dites que vous êtes forcée. Moi, j'ai envie de reprendre, c'est qu'est-ce qui vous a donné la force ? Alors, sous le sujet égalité homme-femme, la force m'a donné le fait qu'on n'avançait pas. Donc, vous avez dit, je vais prendre la parole sur le sujet. Je veux prendre la parole sur ce sujet. Encore une fois, c'est pas mon cas, mais c'est pas pour cela qu'il faut se cacher. C'est à nous, en fait. C'est à qui a eu la chance, l'opportunité d'avoir des opportunités. Disons la vérité, parce que moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir des opportunités. C'est mon devoir. C'est au-delà de mon frère, c'est vraiment mon devoir. C'est mon devoir d'aider les autres femmes. Vous vous sentez investie d'une mission ? Oui, je pense vraiment, et je ne comprends pas quand je vois les autres qui ne le font pas. Je ne juge pas, mais je ne comprends pas. Les autres, c'est qui les autres ? Quand je vois des autres femmes qui ne le font pas, et moi, ça me rend triste. Qui sont à vos postes à vous voulez dire des femmes qui ont atteint ces objectifs ? Qui ont atteint ces objectifs et qui, plutôt qu'étendre la main vers les autres, reste tout seul dans la position. Pour moi, il n'y a rien de positif de rentrer dans un endroit ou être invité à une table ronde et voir qu'il y a des hommes. Pour moi, ça, ce n'est pas quelque chose de positif. Je ne me dis pas, dis donc, quelle chance. Au contraire, je me dis, qu'est-ce que je fais là, en fait ? Ça vous est déjà arrivé ? Ça m'est déjà arrivé et je suis très mal à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai toujours suivi le conseil de Madame Lagarde qui disait qu'elle avait toujours une liste de femmes dans sa poche parce que la phrase « je ne trouvais pas de femmes », ça la rendait malade. Et du coup, moi, dans ma tête, j'ai toujours des femmes à proposer pour des jobs, pour des podcasts, pour des interviews, etc., etc. Je pense que c'est important et je pense que tout ensemble, on va arriver.
Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez mal à l'aise qu'avec des hommes? Peut-être mal à l'aise, c'est pas le bon terme en français. C'est que je me dis, il y a autant de femmes incroyables et je les rencontre tout le temps. Mais je vous jure, c'est incroyable le nombre de... Je pourrais vous faire un livre sur les femmes incroyables que je rencontre, des femmes cultivées qui sont au top sous des sujets très pointus. Et donc, je me dis, elles sont où en fait? Pourquoi on les cache? On les cache carrément. Pas on les cache, mais pourquoi on les met pas autant en avant? Et la réponse, vous l'avez trouvée? Je pense qu'il y a une partie, c'est culturel. Vous voyez la tech, le nouveau monde. Ouais. Et quand vous créez un nouveau monde, normalement, vous avez des règles qui sont meilleures par le passé. On avait dit qu'après le Covid, on aurait été tous meilleurs. On est d'accord? Ouais. Certaines rumeurs. Ouais. Disons que non. En fait, on est pire qu'avant, si vous regardez la situation autour de nous. Et quand on a créé dans la tech, on se disait c'est le monde fantastique. Et en fait, la tech, c'est pire que dans des secteurs traditionnels. Et pourtant, les premières pionnières de la tech, c'était des femmes. Hein. J'ai plus leur nom là tout de suite, mais que ce soit l'inventrice du Wi-Fi, mais oui, le code. Et encore une fois, c'est pas une question de compétence, c'est une question de opportunité et de mise en lumière. C'est ça. Et aujourd'hui, pas assez apparemment. Pas assez. Vous connaissez le syndrome de la Schtroumpfette? Oui. Je l'explique quand même pour les auditoristes. Le syndrome de la Schtroumpfette, chez les Schtroumpfs, il n'y a qu'une seule femme, enfin qu'une seule Schtroumpfette du coup. Et en fait, c'est le fait que quand il y a une femme qui arrive dans un board d'hommes, du coup, elle est la Schtroumpfette, elle est bien là, et elle représente à la fois toutes les femmes, et en même temps, il n'y en aura pas d'autres. Parce que la Schtroumpfette représente toutes les femmes dans le pays des Schtroumpfs. Donc c'est un peu pareil. Et donc je reprends cet exemple-là par rapport au fait que vous disiez que certaines femmes, en fait, ne veulent pas ouvrir la porte à d'autres. Elles se retrouvent dans cet environnement et donc dans cette place de Schtroumpfette finalement, et elles veulent la garder et n'ouvrent pas de porte à d'autres. Ce qui est contraire évidemment à la sororité et ce qui a aussi été mis en avant pendant longtemps. Il y a eu cet effet de compétition. Je prends un exemple à la part, mais par exemple Rokhaya Diallo, qui intervient beaucoup sur plusieurs émissions, qui est une des rares femmes noires qu'on voit. Bon, il lui est beaucoup reproché qu'elle n'ouvre pas la porte à d'autres femmes, mais elle dit en fait, je suis là parce qu'ils ne veulent pas ouvrir la porte à d'autres femmes. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est pas elle qui le revendique, c'est qu'elle dit qu'elle est la représentation de la femme noire à la télé et que du coup, il n'ouvre pas d'autres portes à d'autres femmes en disant, regardez, il y a Rokhaya Diallo. Donc il y a le double effet dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la femme qui, elle, aime se positionner et ne veut pas bouger, et il y a la femme qu'on positionne et qui représente toutes les autres, et surtout, faut pas dire quelque chose puisque de toute façon, elle est là. Donc voilà, je dis ça par rapport à ce que vous disiez sur ces femmes qui restent. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, moi, des femmes qui ouvrent pas la porte à d'autres femmes, mais peut-être que je me trompe. Non, je pense qu'il y a encore, mais de moins en moins, parce que, en fait, encore une fois, les choses bougent pas à la vitesse qu'on souhaite, mais les choses vont bouger. Elles vont bouger? Ouais, je suis sûre. Vous pensez quoi de la loi Rixain? Je trouve que c'est formidable. Moi, une grande admiration par Madame Rixain. Elle porte ses combats, elle y croit, elle est très engagée et je pense que cette loi-là a changé les règles du jeu parce qu'elle a imposé des choses. Pour des années, on était convaincus que ça suffisait inciter le changement. Et en fait, il faut l'imposer. À bout d'un moment, on a tout essayé. Cette loi-là a changé les choses. Après, la loi Rixain, c'est aussi pour moi un peu un échec de la loi Copé-Zimmermann, dans le sens où la loi Copé-Zimmermann, donc c'était pas l'égalité, mais 40% de femmes au conseil d'administration, qui a marché. Aujourd'hui, il y a 42% de femmes au conseil d'administration. Il était imaginé que quand il y aurait 42% de femmes au CA, il y aurait naturellement 40% de femmes en CODIR, ce qui paraît cohérent. Bon, clairement, ça a échoué. Du coup, je me pose la question, on va avoir 40% de femmes en CODIR en 2029, 30% en 2026. Est-ce que ça aura l'effet cascade attendu cette fois-ci? Je me pose la question. Je pense qu'on a une bonne probabilité que ça va avoir l'effet de cascade. Okay. Contrairement à vous, je ne vois pas un échec. Je vois un premier pas. Okay. En fait, je le vois toujours comme ça, un premier pas. Après, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. La deuxième loi, la loi Rixain, va mettre les choses en place. Donc, encore une fois, on a besoin d'un cadre. On a toujours besoin de cette obligation aujourd'hui. C'est ça quand même qu'on note. Oui. Il n'y a rien de mal, on a des lois pour tout. Pourquoi pas la loi pour ça? Arrête. Non, c'est vrai, vous avez raison. On est d'accord qu'il y aura un pendant, qu'il y a une amende si les entreprises n'ont pas les 40%, quoi dire. Donc c'est toujours un choix qu'ils peuvent avoir. Il y a une excuse qu'on a beaucoup entendue à la loi Copé-Zimmermann qui est oui, mais il n'y a pas de femmes.
Ah, il y a même des chasseuses de tête. Bon, peut-être des chasseurs, mais en tout cas, je connais des chasseuses de tête qui sont spécialisées pour trouver des femmes, la fameuse petite liste que Christine Lagarde a dans sa poche et que vous avez dans votre tête, qui sont spécialisées là-dedans parce que, comme vous le disiez, il y a des hommes qui disent, en fait, il n'y a pas de femmes. C'est pas qu'on veut pas en embaucher, c'est qu'il n'y en a pas. Donc ça va être la même idée, j'imagine, pour les codir. Et en effet, je pense que là, vous avez raison, ça devrait porter, parce qu'il faut les former, toutes ces femmes-là. Donc, j'ai vu que vous étiez aussi très investie, parce que vous dites que vous êtes forcée, que vous avez pris la parole, mais vous prenez la parole sur plusieurs émissions. C'est assez passé comment, pour vous, la première fois que vous avez pris la parole? Comment vous êtes sentie sur un sujet? Pas forcément 100% à l'aise. Ok. Très stressée, mais après, petit à petit, ça va mieux. Chaque exercice m'apprend quelque chose. Vous avez un mix entre le stress de prendre la parole, la syndrome de l'imposteur qui m'accompagne toujours. Est-ce que je suis crédible? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai des choses intéressantes à partager? C'est ça les questions à se poser avant de prendre la parole. Et en fait, à un bout d'un moment, je me suis dit oui, j'y vais. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 2 ans. J'aime beaucoup l'idée de ces 3 questions. J'avais lu quelque chose notamment sur la flamme des femmes dans les médias. Alors, l'émission que vous êtes passée sur BFM, vous étiez 4 femmes et c'était pour un sujet de femmes. Donc, c'était aussi, ils ont cherché des femmes spécifiquement. Tout à fait. Mais j'avais vu que sur les médias notamment, ils disaient que c'était très difficile de trouver des femmes pour une raison très simple. C'est que les femmes disaient, je suis pas sûre que je sois la bonne personne pour le sujet. Et les hommes disaient tout de suite oui. La question qui se posait, c'est que finalement, est-ce que les femmes s'autocensurent ou est-ce que finalement tout le monde ne devrait pas se poser ces questions-là? Ce que vous venez de dire. Moi, je trouve ça plutôt intéressant de se dire finalement, est-ce que j'ai des choses à dire? Est-ce que je suis bien sur mon sujet? Est-ce que c'est pertinent? Parce que quand on voit 8 hommes parler de la ménopause, par exemple, on se dit qu'ils ne se sont pas posés ces questions-là. Non. Forcément. On connaît pas toute leur vie. Mais du coup, le fait de se poser ces 3 questions, moi, je trouve ça plutôt intéressant et que tout le monde devrait se les poser. Vous avez dit, vous êtes investi dans le sujet des femmes en entreprise, que vous avez entendu plein d'histoires horribles. Vous avez dit tout à l'heure que certaines personnes, certains hommes notamment, disent « je ne savais pas qu'en 2022, 2023, 2024, on entendait encore ça ». Est-ce que vous avez des exemples de ces choses qui choquent encore? Ça peut vraiment aller dans la phrase stupidement sexiste. « Oh, t'es là, mais aujourd'hui c'est le mercredi, c'est le premier journée des soldes ». Ces phrases-là sont complètement stupides. Oui. Et ça existe encore apparemment. Il y a des gens qui ont reçu. Rentrer dans un salle meeting et dire « ça va les filles ?» Non, en fait. Je suis pas ta fille, je suis pas ta copine. Ça va des phrases stupides comme ça à des opportunités ratées parce que c'est toujours aux mêmes qui vont. En fait, ça suffit d'écouter. Et encore une fois, c'est ça qui m'a donné envie de m'engager. C'est pas parce que n'arrive pas à moi aujourd'hui qu'il n'arrive pas aux autres. Et c'est pas parce qu'il n'arrive pas à moi que je peux fermer les yeux sur ça. Vous faites quoi de ces phrases-là? Pour le moment, je les collectionne et je suis en train d'écrire un livre. Ah, d'accord. Ouais, je les collectionne un peu partout. Donc là, je ne sais pas si je fais bien à partager ça parce qu'après, les hommes vont arrêter de me parler. Mais je collectionne des vraies pépites. Vous allez en faire un livre autour de quoi? Je vais faire, je pense, un petit pamphlet pour dire ce qui se passe encore autour de nous. C'est un peu pour rigoler, mais un peu pour ouvrir les yeux sur le fait que la parole vient même avant la pensée. Et que donc les mots ont un grand sens. Il faut faire attention, parce qu'avec les mots, on peut, sans le vouloir, on peut rabaisser une personne, on peut la faire sentir mal à l'aise, avec des blagues stupides. Des blagues, peut-être, ça passait dans les années 80, mais ça ne passe plus en 2024. On ne peut plus rien dire? Non, parce que je ne suis d'une génération différente, on ne peut rien dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il semble-t-il qu'on ne peut rien dire, cette génération offensée qui réagit. Mais entre on ne peut rien dire et dire des conneries, il y a un juste milieu. Non, mais je vous taquinais sur cette phrase-là. Après, je sais pas, c'est une question de génération. Hein. J'ai vu que il y a 2 jours, Michel Sardou qui a fait un concert et qui a dit j'ai fait une chanson qu'on peut plus faire aujourd'hui. Il y a plusieurs femmes qui se sont levées et qui sont parties d'ailleurs. Je comprends. Après, c'est un débat que j'ai à la maison aussi avec mon compagnon sur qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne peut plus dire. Moi, je pense simplement que sur la question des femmes, de l'égalité homme-femme, il y a vraiment des choses qu'il faut arrêter de dire. Comme les filles, il faut être fort comme les mecs. Oh, t'es plutôt fort pour être une fille en mathématiques. Ces phrases-là semblent pas agressives à la base, mais
dans votre cerveau sont enregistrés comme « Oh, dis donc, j'aurais pas dû être fort parce que je suis une fille, donc attends, qu'est-ce qui se passe en fait ?» C'est vrai qu'aujourd'hui, des choses qui arrivent autour de nous, non, on peut plus les dire. Comment vous répondez à salut les filles si vous êtes des femmes en réunion ? Qu'est-ce que vous dites en fait ? Parce qu'aujourd'hui, vous collectez la phrase, ça j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que vous répondez ? Alors, ça dépend des situations. Des fois, je réponds beaucoup plus aujourd'hui, je dois dire, que dans le passé. Et donc, ça dépend vraiment des situations. Je cherche à trouver la phrase un peu sympa, jamais trop agressive, mais sympa pour faire comprendre à l'autre que ce type de phrase, ça peut plus le faire. C'est quoi qui vous donne plus la confiance aujourd'hui pour le faire ? C'est l'expérience, c'est-à-dire lié à l'âge, Ouais, ou c'est le titre ? Moi, je me pose la question. Non, le titre, honnêtement, le titre, c'est pas moi, le titre. Le titre, c'est quelqu'un qui m'a enseigné ça au sein d'une société. Si je change de monde de société, je change aussi de titre. Mais je reste Barbara. Je n'associe pas moi à un titre. Par contre, c'est l'âge, c'est l'expérience. Okay. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de temps, mon premier travail en Italie, quelqu'un dans une grosse réunion avec des personnes très, très seniors, avait sorti une phrase complètement déplacée. Mais quand je vous dis complètement déplacée, c'est rien à côté de ce qu'on vient de dire. Complètement déplacée. J'avais 25 ans. C'était mon premier travail, c'était ma première grosse présentation. Vous pouvez imaginer, il y avait que des hommes autour de la table, donc cette personne sort cette phrase et tout le monde rigole. Et moi, je suis dans l'embarras total et j'étais complètement bloquée. Et je n'arrivais pas à formuler, déjà, je n'avais pas aucune réponse. Donc, je suis pas sortie de la salle. Je m'en veux, mais je suis pas sortie de la salle. Je n'ai rien répondu. J'ai fait semblant comme si cette phrase n'avait jamais existé. Aujourd'hui, une phrase pareille, ça ne passera plus. Mais parce que c'est l'âge aussi. Donc, les jeunes filles, c'est pas à eux de se défendre de ce type de phrase. C'est à nous de construire un monde, un environnement du travail où ils n'ont plus à subir ça. Parce que quand vous avez 25, 26, 30 ans, et c'est vos premiers jobs, vous n'êtes pas capable de répondre. Mais encore une fois, c'est pas à vous. C'était pas à moi de le faire. C'était aux gens déjà autour de moi, peut-être, de dire, mais attention, là tu vas trop loin. Et personne l'a fait, tout le monde a rigolé. Ça me rappelle une expérience, du coup, j'animais un codir et il y avait 3 co-directrices. Du coup, il y avait 2 hommes, une femme, et c'était un séminaire et il y avait majoritairement des hommes et il y avait 2 femmes, qui était rattachée d'ailleurs à la femme. Et il y a la directrice qui rigole, je sais pas pourquoi, et un des hommes dit « femme qui rit à moitié dents ». Elle n'a pas fini la phrase, complètement déplacée. C'était c'était en 2018, donc il y a 6 ans à peu près. Et tout le monde a ri, sauf ces 2 femmes. Les 2 jeunes femmes n'ont pas ri, mais la directrice a ri. Et à l'époque, moi je co-animais avec quelqu'un, j'ai pas pu répondre non plus. Aujourd'hui, je pense que je le ferais, mais je le ferais pas forcément pour l'âge. Je pense que l'âge est une chose, mais je le ferais aussi parce que l'environnement le permet. Je pense qu'il y a aussi un environnement aujourd'hui qui nous permet de dire ce genre de phrase. Vous avez raison. Est-ce que ces 2 jeunes femmes auraient pu se le permettre à l'époque ? Je sais pas forcément. Puis vraiment, par contre, elles ont pas ri du tout. Par contre, ce qui était assez surprenant, c'est quand même on a fait le retour aux directeurs et directrices à la fin. Ils ont dit on n'a même pas remarqué, on a l'habitude. Oui, peut-être. Mais il y a quand même 2 personnes qui ont été très choquées dans l'assemblée. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. C'est oui, en tant que femme, au bout d'un moment d'une certaine expérience. Et le titre, alors il n'est pas très important comme vous le dites, mais comme par rapport au poids qu'on a dans l'entreprise, il a sa place quand même. Et par rapport à sa carrière, à soi, elle est plus faite à 50 ans qu'elle l'a à 30 ans. Je me dis aussi que peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'environnement aujourd'hui le permet. Oui, tout à fait. L'environnement est complètement différent qu'il y a 25 ans. Mais encore une fois, même si vous êtes dans un environnement qui ne le permet pas, c'est pas à la jeune fille de se défendre. C'est aux autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invite à tout le monde qui écoute des phrases déplacées à défendre la personne à côté de soi. Vous pensez quoi de la place des hommes là-dessus ? J'en discutais notamment avec Agathe donc de The Galleon, qui disait qu'aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est que de plus en plus d'hommes ne toléraient plus ce genre de phrases, et ils disaient qu'ils allaient partir si ça continuait. Mais pour autant, ils ne disent rien. C'est-à-dire qu'ils lui font la remarque à elle que ce n'est pas possible et qu'il faudrait qu'elle fasse quelque chose, mais eux ne disent rien et ne regardent pas forcément les autres. Vous en pensez quoi de ça et vous pensez quoi de la place des hommes là-dedans ? La place des hommes est une place très importante et pour moi, sont vraiment, encore une fois, une part prenante de ce nouveau écosystème qu'on veut créer. Et donc, si ces hommes-là ne parlent pas, c'est un problème. Je connais de plus en plus des hommes qui prennent des positions. Je connais de plus en plus des hommes qui disent non, dans ma boîte, dans ma business unit, ce type de comportement n'est plus accepté.
Et ça, c'est très bien. Parce que ça donne aux autres l'idée de ce qu'il faut faire, qu'on ne peut pas faire. Pour tous les autres, vous avez toujours des gens qui se cachent derrière un doigt. Et encore une fois, il faut répéter les messages, il faut... De l'éducation aussi, je pense. C'est toute une question d'éducation. Et la phrase « Écoute, moi je suis féministe parce que j'ai une fille, une mère, arrête, je veux plus l'entendre. » De toute façon, je voudrais dire qu'on est tous fils de quelqu'un, parce qu'il y a toujours une mère qui nous a générés. Et donc, ça ne suffit pas de dire « Ah non, mais moi, je suis féministe, hein !» C'est insupportable, non ? C'est insupportable. moi, ça m'insupporte. Voilà, parce qu'en fait, ce sont les actions que tu mets en place qui vont te définir comme féministe, pas le fait que tu as une mère. En effet, et puis je rappelle qu'il y a des femmes qui ne sont pas du tout féministes, hein. C'est-à-dire que même les femmes qui sont des femmes, donc qui théoriquement elles n'ont pas besoin d'être filles d'eux, mères d'eux, ne sont pas féministes du tout. Donc, et elles le revendiquent comme telles, ou elles disent que ce n'est pas tout simplement pas leur sujet. Donc, mais elles ont tout à fait le droit. Pour moi, encore une fois, je ne juge pas, je ne comprends pas. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai une phrase qui est mon mantra. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager. En fait, la neutralité n'existe pas. Ok. On ne peut pas être neutre sur un sujet. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire chaque combat, mais on a des opinions. On a un cerveau, donc le cerveau se forme en opinion. Donc déjà dire, moi, c'est un sujet sur lequel je suis neutrale. Comme tu peux ne pas t'engager. Donc si tu décides de ne pas t'engager, feel free, mais tu es déjà engagé sous une autre forme. Si c'est une décision, après, il y en a aussi qui se renseignent, qui n'ont pas encore pris parti pris, mais vous avez raison. À partir du moment où on ne s'engage pas, on s'engage. Ah, exactement. C'est ce que vous dites. Hein. Ah, exactement. Après, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux chiffres du Haut Conseil à l'égalité sur les moins de 35 ans ? Qui ne sont pas très bons, hein, il faut se le dire. Alors, un des chiffres qui concerne l'environnement professionnel, par exemple, c'est que 28% des moins de 35 ans pensent que les hommes sont mieux faits pour être directeurs, par exemple. Je ne sais plus le chiffre exact, ça doit être autour des entre 30 et 40% des hommes pensent que c'est normal qu'une femme soit moins payée à poste égal. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ouais, je pense que nous avons fait une erreur dans l'éducation. Je pense que les écoles, les familles font une erreur sous les femmes et sous les hommes, sous les jeunes garçons et sous les jeunes filles. C'est vraiment, quand j'ai lu ce rapport, et j'ai dû le regarder 3-4 fois, et je me suis dit encore une fois, mais je visais la nouvelle génération. Je me disais, c'est à eux de changer le monde. Et en fait, je me retrouve avec quelqu'un qui est pire. Parce que on était nous à leur âge. Ça, c'est dramatique. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire de plus. Je reviens sur mon point. Il faut éduquer. Il faut le faire. À tous les mamans qui nous écoutent, éduquez vos jeunes garçons à l'égalité depuis le premier âge. Et quand vous dites que ces pourcentages-là considèrent l'homme comme le directeur, ça, c'est, vous savez, c'est l'imaginaire collectif, à fur et à mesure que vous avez aussi dans les médias. C'est vrai. Dans les médias, la représentation du pouvoir est masculin. C'est vrai. Et donc, il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Et donner, encore une fois, c'est une question de visibilité. Et les jeunes garçons, les jeunes filles doivent associer, avoir des rôles modèles. Si vous ne voyez jamais un président femme, vous pensez qu'une femme ne peut pas être président. Vous la voyez pas autour de vous, quelqu'un qui était présidente et femme. Et donc, c'est dans l'imaginaire, quand vous êtes petit, les métiers que vous voulez faire sont les métiers que vous voyez associés. Et la même chose pour les rôles modèles. Il faut offrir des rôles modèles qui sont différents. Pour les filles, mais aussi pour les garçons. Il faut pousser les garçons vers des autres travails qui sont aujourd'hui féminisés au 90%. Oui, mais d'ailleurs, pour revenir à l'argent, il y a quand même une grosse différence de salaire entre les métiers féminisés et les métiers masculinisés. Je ne sais pas si vous savez, mais au Québec, ils ont fait une étude de responsabilisation, ils ont rééquilibré en fonction des responsabilités. Donc, les infirmières ont gagné beaucoup d'argent d'un coup. Aujourd'hui, il y a ça aussi, j'ai l'impression, qui bloque. Il y a cet écart de salaire assez fort, finalement, mais même dans l'entreprise, entre la RH et la finance. Exactement. Donc, il y a la question de représentation, mais du coup, le rapport à l'argent reste. Est-ce que les hommes vont aller vers des postes qui sont finalement plus féminisés ? En plus, vont devoir baisser leur salaire. Alors, il y a des choses qui changent aujourd'hui quand même. On voit notamment dans les associations, il y a de plus en plus d'hommes parce qu'ils s'engagent pour un impact plutôt qu'un salaire.
Et pour revenir à votre point sur présidente, indépendamment de la présidence femme, puisqu'en ce moment, je vous avoue, ça me fait un peu peur, la première ministre, on a eu une première ministre femme avant Monsieur Attal. Moi, je me pose question quand même sur la représentation pour plusieurs choses. La première, c'est qu'il était connu que Monsieur Macron voulait absolument une femme. Donc en fait, elle était déjà fichée par son genre et pas forcément par sa compétence, puisqu'il y a eu plein de personnes qui l'aient potentiellement allé chercher. La deuxième chose, c'est qu'il y avait tout un débat qu'il fallait qu'elle reste plus longtemps qu'Édith Cresson, qui était restée 9 mois. Donc ils avaient prévu qu'elle reste à minima plus longtemps. Du coup, je me pose vraiment la question de l'instrumentalisation des femmes. Est-ce que là, c'est vraiment une mise en visibilité ou c'est dire, du coup, voilà, on a une femme, on l'a gardée, soyez contente, entre guillemets. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. J'ai une vision différente. C'est-à-dire, si le président l'a choisie, je pense qu'elle est super compétente. Okay. Elle était super compétente, Madame Borne, pour avoir cette place-là. Donc, le fait qu'elle soit une femme, c'est pour moi un plus. Et le président, combien d'hommes sont choisis parce que ce sont des hommes. En fait, on se pose jamais la question avec les hommes s'il est compétent ou pas. On pense qu'il est compétent. Et avec les femmes, on va chercher toujours, mais est-ce qu'elle est vraiment compétente ? Si elle était choisie par un président de la République qui veut du bien à son pays, elle était super compétente. Donc moi, c'est ça ma vision. Moi, je pense que le récit autour des femmes doit complètement changer. Nous n'avons pas besoin de démontrer chaque fois avant d'être choisis que nous sommes compétentes, quand nous avons un CV qui brille. Nous devons avoir les mêmes opportunités et donc être mis en lumière comme sont mis en lumière les hommes, avoir l'opportunité aussi. Et après, une fois que nous avons fait des actions, on doit être jugé sous notre compétence. Mais être jugé avant encore d'arriver à un poste, qu'elle soit le poste de Premier ministre, qu'elle soit le poste, je ne sais pas, de directeur d'une entreprise privée, nous avons cette tendance-là, comme nous avons la tendance à dire aux femmes, tu as besoin d'un mentor. Mais on n'a pas besoin d'un mentor, en fait. Pour chaque fois, on a déjà les compétences. On a besoin d'être mise en place et de démontrer ce qu'on peut faire et aussi de se tromper, comme se trompent les hommes quand ils sont mis dans des postes à pouvoir. C'est vrai. Et vous pensez quoi du phénomène de la falaise de verre, que je vais expliquer du coup quand même, qui est que les femmes sont mises à des postes de pouvoir, ou en tout cas à des postes haut placés, quand c'est particulièrement compliqué, que le contexte est très compliqué, donc elles doivent gravir une falaise de verre parce que c'est très glissant. Et vous en pensez quoi de ce phénomène ? Je pense que c'est un phénomène qui existe, qui est très dur, mais qu'on pourra combattre du moment où on sera plus femmes l'une à côté des autres. Et c'est là qui peut rentrer en jeu la sororité. Okay. Quand on aura des autres personnes qui vont nous aider, des autres femmes autour de nous, qui nous permet de faire cette escalade. Et c'est vrai, on a ce phénomène-là, on le voit. Alors, si on le prend côté positif, on se dit, ils savent à la base que la femme peut le faire. Ils le savent. Et ils le savent que le job sera fait. Et sera fait à la perfection. Et alors, le deuxième step à faire pour avoir ce succès total, ce sera d'avoir plus de femmes autour de cette femme-là qui puissent l'aider, en fait, à porter ce pas et travailler tous ensemble dans cette direction. C'est beau ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que c'est déjà le cas aujourd'hui ? Je pense que dans différents milieux, c'est déjà le cas. J'ai la sensation, alors c'est la mienne, vous allez me dire, qu'il y a de plus en plus de sororité. Alors peut-être que c'est parce que je crée ce podcast, faut se le dire, mais j'en parlais aussi, et notamment dans le milieu de la tech, j'en parlais parce qu'en fait la tech c'est très visible. On le voit avec Sistar, en fait peut-être qu'il y a très peu de femmes dans la tech, donc du coup c'est encore plus visible, et elles se portent et elles créent des startups, il y a un financement qui se fait, enfin voilà. Beaucoup de choses qui sont dans la tech. Je sais pas si vous avez accès aux autres mondes. Moi, j'ai l'impression que dans d'autres mondes aussi, ça commence à se créer cette sororité. Oui, je suis d'accord. Je la vois, je la sens. Moi, j'ai beaucoup de sisters autour de moi. Et je suis tellement heureuse quand je vois aussi ces femmes entrepreneuses se soutenir et en même temps des femmes salariées. Parce qu'on parle beaucoup des entrepreneuses, on oublie que la majorité des femmes sont des femmes salariées. Et quand je vois, en fait, ces femmes se soutenir, préparer, par exemple, ensemble un meeting important pour soutenir sa propre collègue, ça, c'est de la sororité. La sororité, c'est pas forcément trouver un travail à une autre personne. C'est pas ça, la sororité. La sororité, c'est aider
dans le moment de besoin. Et encore une fois, ça peut être vraiment faire répéter un pitch à sa propre collègue. L'appeler dans un moment de down, lui rappeler comment elle est préparée sur ce sujet, lui donner cette opportunité-là de parler, d'échanger. Pour moi, c'est ça la vraie sororité. Et on arrive après à des actes de grosse sororité, quand on a un job ouvert et on dit, voilà, la femme a proposé. Mais la sororité peut être démontrée chaque jour avec des choses tout petites. Très bien. Vous voyez, je le dis quand même pour les auditeuristes, vous vous illuminez quand vous parlez de ça. Il y a une espèce d'ouverture des bras. On voit que vous embrassez cette sororité qui éclot. Et c'est beau à voir. Je vais me permettre d'aller vers les dernières questions. Quels conseils vous auriez aimé avoir eu pour développer votre influence ? C'est très très bonne question. Le conseil de me rendre visible avant, de le faire beaucoup plus en avant dans ma carrière. J'ai beaucoup attendu pour me rendre visible, pour prendre la parole. À quel moment vous êtes dit c'est bon, c'est le moment d'être visible ? Quand je me suis sentie beaucoup plus préparée. Donc est-ce qu'il y a une question de se préparer peut-être même plus tôt ? Oui, s'informer plus. Trouver en fait un sujet qui vous fait vibrer, qui nourrit en fait votre esprit. Moi, c'est ça qui a été le déclic. La chose, je me suis dit, où je peux vraiment apporter de la valeur, au-delà de faire de bons produits pour le paiement. Mais c'est quoi l'élément qui me fait vibrer ? Moi, je pense que quand vous trouvez ça, c'est le déclic. Oui, parce que je vais le préciser quand même, on a beaucoup parlé de votre engagement pour l'égalité femmes-hommes, mais vous avez aussi beaucoup d'engagement sur votre métier, la création de produits, le marketing produit. Vous êtes sur European Payment Network, donc vous êtes très investi sur votre métier aussi. Oui, très important de le préciser. Non, mais je le précise parce que j'ai pu voir dans certaines entreprises au début plutôt des réseaux féminins, donc on parle plus il y a 10-15 ans, au début de ma carrière, quand on m'a invité dans ce genre d'événement, où finalement les femmes étaient un peu réduites à ça. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non. Donc, c'est quelque chose que nous faisons à côté de notre responsabilité. Et donc, ma responsabilité est celle de conduire un groupe de product managers pour, en fait, m'occuper de ce qui sont les produits de paiement, en fait. Vous savez, les usages des consommateurs partout en Europe changent quand ça arrive au paiement. Si on pense déjà à la place qu'a pris le digital et donc l'e-commerce, les changements qu'on a apportés. Donc ça, c'est mon travail au quotidien. Comment rendre chaque paiement simple, facile et de plus en plus sécurisé. Et à côté de ça, je gère le réseau femmes. Non, mais c'est important de le dire parce que je pense que c'est ça aussi qui fait la différence aujourd'hui par rapport à il y a 15 ou 20 ans. Il y a l'environnement, il y a la loi, il y a plein de choses, mais il y a aussi le fait que c'est devenu un vrai sujet d'entreprise et que les femmes qui prennent ces sujets-là sont des femmes qui sont aussi de pouvoir, entre guillemets, qui ont des postes, qui ont des responsabilités et qui travaillent sur leur sujet d'abord et qui font ça par passion et par volonté en plus. Là où on a pu voir il y a 15-20 ans, et je dis pas qu'elles ont pas brisé des plafonds de verre, et je les remercie vraiment d'avoir créé tout ça et d'avoir fait tout ça, mais il y avait un peu un côté, aller sur ces sujets-là. C'était un peu la même, ça devenait un peu un plafond, entre guillemets, de verre supplémentaire, de faire partie de réseau de femmes parce qu'on dit ok, elle est là-dedans, on va pas trop l'intégrer dans mon équipe parce que elle pourrait amener ces sujets, parce que voilà, donc on n'avait pas du tout le même rapport à ça. Donc c'est pour ça que je précise bien là-dessus quand même de dire que oui, ça fait partie de votre engagement parce que vous le portez, mais votre première fonction dans l'entreprise, c'est évidemment votre poste de directrice et de superviser et d'accompagner les évolutions de paiement. Deuxième question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez aux femmes aujourd'hui directrices et en devenir ? Je souhaite qu'elles soient libres de faire les choix qu'elles veulent. Vraiment, c'est ça que je souhaite à toutes les femmes. Avec la liberté, on a la fortune, la chance de vivre dans un pays où on a beaucoup de droits et de s'engager pour les défendre, ces droits-là. Donc, je souhaite vraiment que tout le monde soit libre de faire les choix qu'elles veulent. Très bien. Et pour les hommes, vous leur souhaitez quoi ? Je souhaite qu'ils arrivent à comprendre l'importance d'avoir des femmes libres. C'est beau ça. Ça veut dire quoi ? Je souhaite vraiment à tous les hommes de comprendre en fait qu'est-ce qu'on est en train de faire, lequel on se bat. Ce n'est pas parce que c'est du féminisme. Encore une fois, c'est féministe. Encore une fois, c'est réseau des femmes. C'est en fait quelque chose qui fera du bien à toute la société. Une société plus égalitaire, c'est une société meilleure où chacune et chacun trouve sa place. Ça leur fera plus de bien, quoi. Ça leur fera plus de bien, même en termes de salaire, parce que si les femmes commencent à produire plus, la productivité, le GDP ou PMB en français, c'est le PMB. Le PMB d'un pays
augmente. Si le PNB d'un pays augmente, il n'y a plus de richesse à distribuer. S'il n'y a plus de richesse à distribuer, la richesse sera distribuée entre les hommes et les femmes. Donc les hommes vont gagner plus parce que les femmes gagnent plus. C'est une étude qui a été faite par Christine Lagarde, hein, ça, si je me trompe pas. Exactement, c'est le Fonds monétaire international, donc c'est pas moi. Il ne faut pas croire à moi, mais il faut croire au Fonds monétaire international et Madame Lagarde. Et dernière question, qu'est-ce qui doit, selon vous, changer dans les entreprises et ou la société pour arriver à une égalité de pouvoir ? Il faut changer la culture, il faut imposer des changements, et en fait, ça découle. C'est pas quelque chose qui peut arriver simplement du mouvement du bas. Il faut que ce soit une volonté. Donc, dans une société, notamment si vous avez un CEO, il faut que ça arrive de lui, cette impulsion au changement. Donc, c'est ça qu'il doit faire. En fait, il faut changer les règles de haut vers le bas. Et parce que simplement comme ça, on arrivera à faire de gros changements. Merci beaucoup. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.